Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, nous avons choisi comme thématique le burn-out et pour vous en parler, des professionnels sur le plateau. La thématique, le burn-out, pour vous en parler avec nous, notre psychologue Angela Nani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être avec nous une fois de plus, Angela, pour nous parler de ce sujet qui, malheureusement, est de plus en plus présent ici chez nous en Guadeloupe. On va en parler un petit peu plus en détail dans un court instant. Et puis, je vais dire bonsoir à Madame Eliane Ranguin-Molza. Bonsoir, Brigitte. À qui je vais dire aussi joyeux anniversaire. Oui, merci. On s'est renseigné et on a eu l'information. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et pourtant, eh bien, Eliane a choisi d'être avec nous sur le plateau pour cette thématique, le burn-out. Merci d'être là. Et merci à toi pour l'invitation. Je vais juste préciser aux téléspectateurs que Eliane Ranguin-Molza est coach thérapeute, consultante et formatrice, mais il y avait énormément de choses à dire. Donc moi j'ai résumé comme ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour parler de cette thématique burn-out? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais rajouter dans cette présentation? Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours atypique et j'ai développé beaucoup d'outils donc pour accompagner l'humain, puisqu'en tant que coach thérapeute, il y a un panel de types d'accompagnement. Et ces derniers temps, je me suis spécialisée dans les neurosciences appliquées et précisément dans l'accompagnement du conflit neuro-émotionnel. Voilà, donc ça explique vraiment la présence de Madame Ranguin-Molza ce soir sur le plateau pour parler de cette thématique. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Angela Anani, notre psychologue, va nous expliquer avec des mots simples ce que c'est que le burn-out. Bien, le burn-out, c'est un épuisement, un état d'épuisement, tant physique, avec des insomnies, avec des douleurs, parfois c'est le dos, parfois c'est une autre zone du corps. C'est également un épuisement sur le plan intellectuel. On a des troubles de la mémoire, on n'arrive pas forcément à prendre des décisions. Et puis on a également un trouble émotionnel, un épuisement sur le plan émotionnel, et avec des symptômes comme des crises de larmes, ou une forte colère, ou du désespoir. Donc c'est l'ensemble de ces trois domaines, le physique, l'intellect et l'émotionnel, qui est totalement épuisé. Et la personne n'arrive plus à assumer son quotidien et souvent, sur le plan professionnel, tout bloque. Mais cela a des répercussions également sur la vie personnelle et sur la vie familiale et sociale de la personne. Comment, Angela, diagnostique-t-on un burn-out? Alors, est-ce qu'il y a une manière précise de diagnostiquer un burn-out ou est-ce que c'est au cas par cas? Alors, il y a des caractéristiques communes, mais après, bien entendu, chaque patient a son tableau un peu particulier. Mais souvent, on se retrouve face à une personne qui va faire énormément d'efforts pour avoir peu de résultats, en fait. Elle va s'engager dans beaucoup de choses, elle va essayer de faire beaucoup de choses et au final, elle ne va pas avoir de satisfaction, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, certaines fois, des troubles alimentaires, par exemple. Donc, il y a tout un faisceau d'indices qui nous amène à constater que la personne est en épuisement généralisé, en fait. Et cet épuisement va avoir des répercussions sur l'ensemble de ces domaines de vie, que ce soit le domaine privé que le domaine professionnel. Mais c'est beaucoup d'indices qui vont s'ajouter les uns aux autres et qui vont nous amener à poser ce diagnostic d'épuisement. En français, on parle d'épuisement professionnel. Oui. Si on utilise l'anglicisme, on parle de burn-out.
mais avec quand même cet invariant qui est que le point de départ, c'est le travail. Le point d'achoppement, ce qui a déclenché tout ça, c'est d'abord parce qu'au niveau du travail, il y a eu des choses qui se sont passées avec beaucoup de charges de travail importantes, des difficultés à assumer les tâches qui sont confiées, des changements très récurrents au niveau professionnel, quand il y a par exemple un turnover au niveau des salariés, ou à chaque trimestre ou chaque année on change de collaborateurs, où la hiérarchie n'est pas forcément très claire dans les missions à accomplir. Tous ces changements-là, mis bout à bout, vont être un peu le déclencheur de cet épuisement, parce qu'en face, on a souvent une personne, un travailleur, qui est très très engagé, très très investi dans son travail, et qui n'arrive pas à retrouver une reconnaissance et un épanouissement personnel au sein de son emploi. Et ça va être le déclencheur de cet épuisement qui aura des conséquences derrière. On va revenir tout à l'heure, Angela, sur les chiffres. J'ai eu un peu de mal à trouver des chiffres nous concernant, nous, en Guadeloupe. Mais les statistiques, peut-être qu'au niveau national, on peut trouver un peu plus de choses. On va revenir tout à l'heure. Madame Ranguin-Molza, le burn-out, est-ce que c'est une maladie qui touche tout le monde? Alors moi, je dirais que oui. C'est un fléau. En fait, c'est une maladie qui aujourd'hui on peut assimiler en fait le burn-out à l'épuisement professionnel, l'épuisement aussi émotionnel et physiologique, et c'est généralement lié à un manque de reconnaissance et aussi à un stress. On dit que le burn-out, c'est lié à un manque de plusieurs points. Qu'est-ce qu'on entend par plusieurs points? Alors, moi, je traduirais plutôt par plusieurs domaines de vie. D'accord. Donc, aussi bien, nous avons plusieurs domaines, hein, les 8 domaines de vie, personnel, professionnel, sentimental, financière. Et en fait, c'est à un certain moment, on se retrouve justement dans une forme de stress quelconque, et que face à ce stress, nous réagissons. Et comme nous sommes uniques, notre stress va aussi se manifester en fonction de notre personnalité. Pourquoi nous avons discuté un petit peu pour préparer l'émission, et je n'avais pas l'impression que vous étiez d'accord sur le fait que quand on parle de burn-out, on dit que ça vient forcément du travail. Je ne vous sentais pas très d'accord avec ça. Non, parce qu'en général, un problème ne se manifeste jamais à l'endroit où il se situe, et il ne se situe pas à l'endroit où il se manifeste. Donc, en réalité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui, aujourd'hui, pose problème, c'est rechercher la cause de cet événement. Et généralement, ça vient d'une résurgence, justement, de tout ou partie liée à cette charge émotionnelle que nous avons. Et donc, ça prend naissance depuis l'enfance. Donc, en fait, quand on parle d'épuisement professionnel, de dépression, de burn-out, tous ces éléments, pour moi, viennent et sont issus de la dépression infantile précoce que nous avons eue à un certain moment donné dans notre vie, et qui sont liés aux messages contraignants ou drivers que nous avons reçus dans l'enfance. Et donc, à travers ces messages, nous avons développé un comportement. Et ce comportement, c'est pour justement capter l'attention de l'autre et attirer, et en fait, être dans l'attention, l'interaction. Et c'est capter l'attention, puisque un bébé, après 48 heures, il peut ne pas manger, il peut ne pas boire, mais si on ne lui porte pas d'attention, il peut mourir. Donc, la fonction première du cerveau, c'est de nous maintenir en survie. Et donc, c'est pour cette raison que je dis que le burn-out, l'épuisement, la dépression, c'est une résurgence de ce qui s'est passé depuis l'enfance. Donc, selon vous, de quoi a besoin ce cerveau véritablement? Il a besoin d'être, en fait, quelque part, il n'a qu'une fonction première,
Il n'est pas là pour ni penser, ni raisonner, ni avoir de l'affect. Il est là juste pour nous maintenir en vie et en survie par rapport à cette peur fondamentale qui est la peur de mourir. Angela, on a cherché un petit peu quelques chiffres. Hein. On voulait des statistiques concernant notre Guadeloupe. Ça a été compliqué pour moi d'en trouver. Est-ce que c'est moi qui ai mal cherché ou est-ce qu'en général, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de trouver sur cette thématique pour nous en Guadeloupe? C'est exactement ça. On a des chiffres au niveau national, mais les chiffres purement sur le plan de la Guadeloupe sont inexistants, en tout cas à ma connaissance, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites à l'échelle de la Guadeloupe pour pouvoir recenser. Donc sur le plan national, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes On peut se retrouver en tout proportions. cas dans ça, oui. Voilà, je pense qu'on est dans les mêmes proportions en Guadeloupe. On a évalué à peu près à 34% des personnes actives qui ont un épisode d'épuisement professionnel et plus ou moins sévère. Et voilà, donc ça fait quand même c'est beaucoup, 2 500 000 personnes quand même derrière ces 34%. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup et c'est quand même une maladie qui est présente, qui est bien présente dans la sphère active de la population. Plus souvent les hommes que les femmes? Alors plus souvent les femmes et puis les femmes à charge d'enfants. D'accord. Parce que, bon, on comprend rapidement qu'il y a aussi la charge familiale à assumer. Et eh bien, les femmes qui sont très souvent très impliquées sur le plan familial sont un peu plus, statistiquement parlant, après, ce ne sont que des chiffres, hein, oui. mais sont un peu plus atteintes que les hommes proportionnellement parlant. On a une tranche d'âge, en principe, de personnes. On est sur la population active. D'accord. C'est-à-dire tous ceux qui sont en âge de travailler. De travailler. Madame Molza, vous qui recevez du monde, qui accompagnez du monde en situation de burn-out, vous êtes d'accord avec ça sur le fait que plus souvent, vous avez des femmes qui frappent à la porte pour ce problème? Absolument. Mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Mais en majorité, c'est vrai qu'il y a plus de... On voulait juste dire plus de... Tendance. Voilà, oui, c'est une tendance, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Voilà, c'est ça. Et pareil pour la tranche d'âge, on n'a pas vraiment d'âge. Non. En général, c'est quand on est déjà dans le domaine du travail, quoi. Oui. Et bien souvent, c'est lorsqu'on est au stade où, en fait, on voudrait repartir sur une reconversion. Et là, on s'interroge, puisqu'on est en deuxième partie de vie et on se pose les questions existentielles. Alors, dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai trouvé souvent qu'on parlait de compulsion comportementale. Je n'ai pas été chercher plus loin parce que je me suis dit que vous allez mieux nous expliquer véritablement ce qu'on entend par compulsion comportementale. Alors, la compulsion comportementale, en fait, c'est une manière de capter l'attention de l'autre. Nous avons besoin, pour exister, d'être en interaction, puisque nous sommes des humains. Et dans notre humanité, nous avons besoin, justement, cette partie sociale où l'attention, l'interaction et capter, justement, cette attention nous permet d'exister. Donc, c'est pour ça, lorsque j'ai parlé des messages contraignants, qui sont au nombre de 5, ce sont ces messages suivants: sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Donc nous sommes conditionnés et ça vient de notre éducation. Et surtout ce conditionnement socio-culturel et éducatif pèse énormément. Donc en fonction de notre éducation, nous mettons en place après des stratégies narcissiques pour justement capter l'attention. Par exemple, un enfant, toujours en termes d'exemple, allez, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa, donc je fais plaisir. Et avec cette injonction, l'enfant grandit. Et en grandissant, il développe ce comportement de faire plaisir. Et puis quelque part, il peut ne pas s'affirmer aussi, puisque comme il est dans le faire plaisir, il ne sait pas dire non. Donc les compulsions comportementales sont issues justement de ces messages contraignants.
Alors, que faisons-nous, mesdames? Qu'apportons-nous comme solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces personnes puissent s'en sortir? C'est surtout ça. On a mis comme thématique sur notre visuel burn-out, épuisement physique, émotionnel, santé mentale, dépression. Mais on a surtout mis comment s'en sortir. Qui veut répondre? De toute façon, nous discutons ensemble. Alors, Madame Olza, Ranguin, comment s'en sortir? Alors, il faut déjà, lorsqu'on a les signes avant-coureurs, puisqu'on le ressent, la tête et le corps sont deux aspects de même ensemble cybernétique. Donc, c'est vrai que les deux sont liés. Et donc, le corps s'exprime, puisque c'est la maladie qui s'exprime à travers, justement, notre système nerveux. Donc, comment s'en sortir? C'est passer par différentes phases et prendre le temps, justement, de respecter ce processus d'accompagnement et faire, justement, le point par une introspection sur soi. Donc, premièrement, c'est se reposer. Je prends conscience que je suis à bout, que ça y est, je ne peux plus rien faire, même si je veux, mon corps ne répond plus. Et puis, psychiquement, psychologiquement, je n'ai plus l'envie, puisque je suis préoccupée, mon système cognitif ne réagit plus. Donc là, je vais me reposer et je vais prendre le temps de m'aligner avec moi même, et puis même me faire accompagner par les hormones du bien-être. Il y a tout type d'accompagnement lié à la santé et au bien-être actuellement. Ensuite, je vais aller à la rencontre de moi. Et à cette rencontre, je vais me mettre en introspection. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois arrivée à ce stade? Quel a été mon chemin parcouru? En quoi je suis responsable aujourd'hui de ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que je veux? Et comment m'en sortir? Et ensuite, je vais passer à une autre phase qui est se repenser. Donc, je vais voir quelles sont les opportunités qui me sont offertes. Et changer mon discours interne par un discours alternatif. En regardant qu'est-ce que ça vient m'apprendre, puisque tout est expérience. Et la vie même, c'est une succession d'expériences. Et ces expériences viennent de nos croyances. Donc, tout est lié. Et puis, une fois qu'on s'est repensé, on va se repositionner. Donc là, je vais définir et répondre à la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon pourquoi? Quel est le sens de ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de... À quoi je sers? Comment je peux contribuer à ce qui est plus grand que moi? Et pour tout ça, il faut se remettre en question avec découvrir ses aptitudes, ses comportements, ses capacités, aller un peu plus dans ses croyances, revisiter ses valeurs, ses croyances, pour rentrer dans son véritable soi, donc c'est-à-dire son soi authentique. Puisqu'avec justement ce comportement conditionné, nous avons tous développé un personnage fictif, un personnage suradapté et un personnage superficiel. Et puis nous jouons, puisque c'est le jeu de la vie. Donc lorsque nous avons compris que c'est nous qui sommes créateurs, créatrices de notre vie, et que nous avons besoin à ce moment-là de choisir, et pas la posture victimaire, mais agir en responsabilité, donc je vais me redéfinir. Et dans ma redéfinition, c'est l'aliénation de ma personne. Donc je vais partir vers une autre personnalité que j'ai fait évoluer, mais qui vient de justement toute cette partie expérientielle que j'ai vécue. Et là, à ce moment-là, je vais vers l'objectif que je souhaite atteindre. S'en sortir. Angela, est-ce que parfois le petit côté sakai, forçaille, saké aller, est-ce que tout ça aussi ne nous met pas un petit coup de pression et ne nous oblige pas à nous dire que on est plus fort que tout, on peut, même si on est à bout, il faut continuer, il faut tenir, il faut... Voilà, quoi. Est-ce que ça aussi, à force de... Bien sûr, c'est tout l'enjeu sociétal qui est criant aujourd'hui, qui
qui est que, voilà, on a des attentes, des exigences du monde qui nous entoure et on veut y répondre positivement, on veut assurer et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir se dire non mais là c'est trop pour moi, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux. Et puis il y a cette question de droit à l'erreur. On n'accepte plus de se tromper et on n'accepte plus que l'autre se trompe aussi. Il faut que ça soit tout de suite parfait, impeccable du premier coup. Mais l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Et on doit pouvoir revenir sur notre décision, sur nos choix. On doit pouvoir changer de direction lorsqu'on estime qu'on n'a pas pris la bonne direction au départ. Mais c'est très, très difficile dans la société actuelle de le faire. Parce qu'elle vous pousse à répondre vite et tout de suite. L'immédiateté est quelque chose de très important aujourd'hui. On ne prend pas le temps de réfléchir, de se poser. Tout est à faire pour hier. Oui. Et donc ça met une pression énorme sur les épaules de tout le monde, hein, du plus petit au plus grand. Et malheureusement, certaines fois, on va au-delà de ses limites, au-delà de ses possibilités. On a des exemples. Hein. Vous savez que nous sommes aussi en Facebook Live. Et donc, certaines personnes réagissent. Et puis, même sur les réseaux, les gens nous laissent des petits mots. Et on a beaucoup d'exemples. Hein. On a Katia de Trois-Rivières qui nous a mis un petit mot et qui explique que maintenant, même la pause pour manger, on se surprend à manger avec l'ordinateur devant. Donc, on prend une bouchée et on continue à travailler. On a l'impression qu'on n'a jamais le temps. Elle parle du temps. Qu'on n'a jamais le temps, qu'on n'aura jamais le temps. Et elle met, même pour faire pipi, ça se calcule. Donc, voilà, quoi. Non, mais Oui, on rigole, mais c'est un petit peu ça, quoi. On a l'impression que, voilà, quoi. Si on prend 2 minutes pour telle ou telle chose, eh bien, voilà, quoi. C'est trop, c'est 2 minutes de trop. Mesdames, je vous propose de marquer une toute petite pause. On va revenir juste après sur notre thématique, hein, le burn-out, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Et puis, il faut surtout nous expliquer en quoi l'une et l'autre vous accompagnez toutes ces personnes en situation de burn-out pour qu'ils puissent aller mieux. Et surtout, est-ce que c'est une situation qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut faire des choses pour ne pas tomber en burn-out? On va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Et ce soir, dans votre émission Santé 10, eh bien, nous parlons du burn-out. Pour vous en parler, pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, eh bien, sachez que nous sommes avec Angela Nani, psychologue, et nous sommes aussi avec Madame Eliane Ranguin-Molza, qui est coach thérapeute, qui est consultante et formatrice. Voilà. Justement, mesdames, on arrive au moment où eh bien, nous devons parler de l'accompagnement. Alors, Angela, souvent, dans tout ce que j'ai pu lire, hein, j'ai vu que le psychologue est un peu le professionnel qui, en priorité, accompagne la personne en burn-out. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement la sphère psychologique qui va pouvoir solutionner le problème. Donc il faut partir de cette base-là. L'épuisement physique va être rétabli, entre guillemets, donc il n'y aura plus d'épuisement à partir du moment où, sur le plan psychologique, on va changer quelque chose. On va constater déjà qu'on est en situation d'épuisement, et puis derrière, on va être prêt au changement. Donc, nous sommes là pour accompagner ce changement, pour pouvoir permettre à la personne de comprendre ce qui lui arrive et de trouver avec elle les solutions pour qu'il y ait un changement. Puisque si on est à l'épuisement, c'est qu'on est arrivé au bout de ses ressources, au bout de ses possibilités, et donc il faut changer quelque chose dans son comportement, dans sa façon de vivre. Angela, une personne qui souffre de burn-out et qui se fait accompagner par le psychologue doit déjà se faire une raison, c'est-à-dire accepter qu'il soit en situation de burn-out et ne pas être dans le déni, parce que parfois on a la personne
qui ne veut pas croire et qui pense qu'il peut encore. Est-ce que là, parfois, vous vous retrouvez face à des personnes à qui on a demandé, je dis, par exemple, le médecin généraliste ou un parent, un membre de la famille a poussé cette personne à aller en direction du professionnel de santé pour se faire accompagner, mais lui-même a l'impression que non, qu'il n'est pas en situation. Oui, ça arrive que la personne vienne pour faire plaisir à son proche, mais elle-même, elle n'est pas prête, en fait, à travailler sur ce changement. Et à ce moment-là, soit pendant les séances, on arrive à lui faire entendre sa situation et de lui-même, il comprend qu'effectivement, il y a du changement à apporter, soit il dit non, il vient une fois, et puis il va se passer un certain temps avant qu'il ne soit obligé de revenir, parce qu'à un moment donné, le corps il va dire stop. Même si la tête voudra, le corps dira non. Et il ne pourra pas faire autrement que de faire face à la situation qui est son épuisement. Alors voilà, des fois c'est un peu en deux temps. Et d'autres fois, au final, cette première impulsion du proche va être salvatrice tout de suite, assez rapidement. Alors on a Georges qui est du côté de Capesterre, mais à Marie-Galante, qui nous demande justement qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui a un burn-out pour l'aider à s'en sortir. Alors je n'ai volontairement pas inscrit cette question parmi toutes celles que je devais poser. Pourquoi ? Parce que je me suis dit forcément ça doit être au cas par cas. On doit sûrement agir ou réagir avec une personne, mais selon la personne qu'on a devant soi. Mais c'est vous les professionnels et c'est vous qui allez répondre à Georges, parce que je me trompe peut-être. Bien sûr qu'on adapte. C'est le principe même d'un accompagnement sur le plan psychologique, c'est qu'on adapte à la personne qui est devant nous, avec toutes ses caractéristiques, toutes ses particularités. Et on ne va surtout pas partir dans une généralité face à cette individualité. Mais attention, Angela, Oh oui. Georges a demandé précisément cap psychologue là qu'a fait au fait pour aider. Attention, parce que moi c'est ce que j'ai compris. Je comprends la question. C'est sûr qu'on a un peu une idée de quelque chose de flou quand on va voir le psy. Bon, c'est tout juste si on n'imagine pas la boule de cristal et puis voilà le gros cigare, etc. Bon, mais tous les psychologues ne sont pas comme ça, bien au contraire. Et c'est vrai qu'on a quand même des grandes étapes que l'on va pouvoir proposer à la personne. Et après, bien sûr, le détail de ces grandes étapes sera individualisé, personnalisé. Et donc, on va d'abord essayer de partir sur la prise de conscience de ce qui se passe. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi, mais même lorsque je dors 3 jours d'affilée, je suis encore fatiguée. Pourquoi j'ai pris du poids? Pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Pourquoi je pleure pour un oui, pour un non? Enfin bon, la personne nous présente en général tout un panel de symptômes sans forcément faire le lien. Et on va essayer un petit peu de lui faire comprendre, mais voilà, c'est peut-être lié à ça, c'est peut-être en commun, il y a peut-être des choses qui peuvent se regrouper. Et donc cette prise de conscience de son état d'épuisement est le point de départ. Parce que sans quoi on ne peut rien faire. Si je vais bien et si tout va bien, pourquoi je vais changer? Pourquoi je souhaiterais faire un effort pour changer? Ça ne sert à rien. Tout va bien, je continue comme c'est. Donc on part sur cette idée d'abord de constater qu'il y a un état d'épuisement et que la personne prenne bien conscience de cela. Et puis après, on va essayer de prendre du recul. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à ce niveau-là? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Et qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Donc on prend du recul par rapport à sa vie en général, parce que l'individu, il n'y a pas un monsieur X au travail et puis un monsieur W à la maison. C'est la même personne qui traverse
toutes ces phases de sa vie, tous ces domaines de vie. Donc forcément, on va travailler sur l'ensemble de ces sphères de vie, on va dire. Et puis, on va aussi travailler tout ce côté émotionnel. Pourquoi est-ce que je réagis aussi fortement, aussi violemment, des fois à certaines situations? Est-ce que je ne peux pas résoudre mes difficultés autrement? Et quels sont mes outils, quelles sont mes ressources pour pouvoir fonctionner autrement? On va également travailler sa relation à l'autre, parce qu'on n'est jamais tout seul au milieu de la forêt, hein. Nous sommes des êtres sociaux, donc forcément, la relation à l'autre est un point très important qui est travaillé. Et on va essayer d'avancer petit à petit sur cette problématique et de trouver derrière les solutions et de solliciter les ressources même de la personne pour pouvoir qu'elle puisse par elle-même trouver ces solutions. Et puis si on a la possibilité également de pouvoir influer quelque peu l'environnement, on va aussi en profiter. Parce que certaines fois, le fait que je bouge, moi, de position, ça a aussi un impact sur l'environnement autour de moi. Et si l'environnement réagit positivement, c'est tout bénef. Mais il faut surtout ne pas hésiter à demander de l'aide et ne pas hésiter à l'accepter. Parce que c'est vraiment, vraiment important. L'épuisement professionnel, c'est aussi une forme d'isolement. On va petit à petit se couper de beaucoup de notre entourage, que ce soit collègues de travail, que ce soit famille, ou même le conjoint ou la conjointe. On va moins s'exprimer, on va moins communiquer avec l'autre. Donc cet isolement, c'est quelque chose qui est souvent récurrent et dans ces situations d'épuisement et qui est à travailler, parce que ce n'est jamais intéressant d'être isolé. Et puis s'en sortir, Madame Ranguin-Molza, s'en sortir, ce n'est pas toujours chose facile. D'ailleurs, le coach thérapeute qui accompagne aussi toutes ces personnes en burn-out à passer le cap, eh bien, le fait sur plusieurs étapes, effectivement. Comment le coach thérapeute accompagne une personne en burn-out pour que cette personne puisse s'en sortir? Alors, je dirais que nous sommes tous des êtres uniques. Nous sommes dans notre humanité. Donc, on a le bon côté, le mauvais côté, le blanc, le noir, avec une nuance de gris entre les deux. Et donc, c'est cette dualité qui nous anime. Lorsque la personne, elle arrive avec sa propre personnalité. Et c'est sa personnalité qui crée sa réalité personnelle. Donc, à partir de son fonctionnement, sa personnalité, sa réaction au stress diffère de quelqu'un d'autre. Donc, le système nerveux, le système cognitif a plusieurs réactions liées au stress. Donc, la première, c'est je vais me mettre en agressivité physique et verbale. Donc, tout de suite, voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ensuite, je peux me mettre aussi dans une position de fuite en avant. Donc, non, c'est pas pour moi tout de suite. Je prends le temps, je reviendrai. Ça me bouscule trop, ça me demande de faire des efforts. Et puis, c'est vrai que tout changement ne se fait pas sans remous. Donc, du coup, je suis en fuite en avant, en évitement. Et puis, la troisième réaction au stress, c'est je suis en sidération, je suis anesthésiée, donc je suis tétanisée. Donc, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Donc, déjà, c'est rassuré dans un premier temps. Et puis, comme moi, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup les outils de la thérapie brève, et comme son nom l'indique, donc c'est mettre en place un accompagnement. Et avec cet accompagnement neuro-émotionnel, justement, il y a des outils qui existent pour aider les personnes, justement, à se poser les bonnes questions, notamment par rapport au discours interne qu'il a envers lui-même, et remplacer ce discours interne par un discours
alternative pour trouver quel est le cadeau caché et quelle est l'opportunité qui m'est offerte. Parce qu'en fait, si j'arrive à cette situation de non-retour, c'est que la vie est expérience. Et si je vis cette expérience, c'est parce que j'ai quelque chose à en tirer. Il y a toujours du feedback, il n'y a pas d'échec en réalité. Et puis aussi, il faut tenir compte de ce que la personne elle-même, dans son introspection, elle doit se rendre compte qu'elle a toutes les ressources en elle-même pour effectuer les changements désirés. Et bien souvent, là, comme elle a pris la collègue, faire plaisir, ça c'est une injonction. Dépêche-toi, on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps pour aller aux toilettes. Ce sont toutes ces injonctions qui aujourd'hui nous ont conditionnés. Maintenant, c'est déprogrammer, c'est-à-dire aller dans les croyances et revérifier nos croyances pour récupérer le trauma racine qui s'est installé. Et c'est à travers la grille de lecture des instructions traumatiques subconscientes qu'on va trouver le trauma racine, puisque ce n'est pas tant l'événement qui est important, c'est ce que je ressens par rapport à l'événement. Et donc mon ressenti, c'est là où je dois travailler. Est-ce que c'est une émotion agréable? Est-ce que c'est une émotion désagréable? Et comment faire pour changer mon état interne et pour aller vers justement le changement? Est-ce que une personne qui nous regarde ce soir et qui constate que, ah ben tiens, finalement, je crois que le burn-out fait le tour de moi. Je ne vais pas dire, je préfère ne pas dire, ça y est, je fais un burn-out, mais, oula, je suis en phase. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir, Angela? C'est compliqué parce que il faut avoir conscience qu'on est en train de cheminer vers cet état d'épuisement pour pouvoir éventuellement mettre des choses en place pour l'éviter. Mais maintenant, très souvent, malheureusement, autour de nous, on a des personnes qui sont déjà en situation d'épuisement, qui ont déjà franchi cette étape, et donc on peut, entre guillemets, se dire, mais peut-être que moi aussi, je m'achemine vers cet état difficile, compliqué, donc je peux peut-être essayer de faire quelque chose pour l'éviter. Mais les principes pour éviter sont des principes de bien vivre en fait. C'est-à-dire pouvoir travailler son estime de soi, être bien dans sa tête, bien dans son corps, et s'aimer. C'est pouvoir avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, entre vie individuelle, entre guillemets, et vie sociale. C'est pouvoir prendre soin de soi, soin de son corps, soin de sa tête, sachant que la tête et le corps, c'est une même entité, hein. Il n'y a pas la tête d'un côté et le corps de l'autre. Pouvoir profiter un petit peu de ce que la vie peut nous apporter aussi, des petits bonheurs de la vie, comme je les appelle. C'est-à-dire que là, il y a un coucher de soleil, et je prends le temps d'admirer mon coucher de soleil si j'aime ça. Je prends le temps d'appeler un ami et d'échanger avec lui. Je prends le temps de manger. On parlait, la téléspectatrice parlait tout à l'heure du repas avalé en même temps qu'on travaille. Donc voilà, c'est des petits bonheurs comme ça de la vie où il faut prendre un peu ce temps-là. Et puis ne pas hésiter, même si c'est difficile comme exercice, mais régulièrement à faire un peu d'introspection, faire régulièrement son petit bilan. Est-ce que, comment ma vie se passe aujourd'hui, comment elle se déroule aujourd'hui, est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie de changer certaines choses? Est-ce qu'il me faut rééquilibrer peut-être un domaine qui est un peu évanoui par rapport à un autre, qui est trop prégnant? Parce que l'excès en tout nuit. Si je suis trop investie dans mon travail, je vais forcément... ce temps-là que je vais donner, cette énergie que je vais donner au travail, je vais le prendre quelque part. Et ça va être sur ma vie personnelle. Si je suis trop investie sur mes enfants, peut-être que je vais désinvestir un petit peu mon couple ou ma vie sociale.
Donc vraiment, il faut essayer d'avoir un équilibre entre toutes ces sphères de notre vie et régulièrement faire un petit check-up. On aime bien en général en Guadeloupe aller faire des petits bilans sanguins. Il faut aussi faire son petit bilan à soi de temps en temps. Et puis, ne pas hésiter à changer quand on estime qu'il y a besoin de changement. Ne pas avoir peur du changement. C'est vrai que ça rassure la routine, même lorsqu'elle est négative. On sait où on est et on ne veut pas forcément découvrir changer. autre chose. Voilà. Mais des fois, la découverte est beaucoup plus intéressante que le vécu bien expérimenté dans lequel on est, où on n'est pas forcément heureux dedans. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tenter, d'essayer. Encore une fois, on peut se tromper, mais au moins on aura tenté. Alors, on a Hortensia qui nous dit qu'elle a 79 ans et qu'elle ne travaille plus, elle est à la retraite et pourtant, elle a l'impression d'être en burn-out. Parce qu'elle est en surmenage et peut-être qu'elle a une charge émotionnelle et une charge mentale très importante. Donc la santé mentale aussi. Et puis tout est dans l'équilibre de la vie. Équilibre de la vie personnelle, comme disait Angela, la vie personnelle, la vie professionnelle. Et donc toute qualité aussi poussée à l'extrême devient un défaut. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Et donc peut-être qu'à 79 ans, elle a une charge mentale, une charge émotionnelle liée à d'autres problématiques et qui aujourd'hui la préoccupe. On a Clarisse Tu sais, Brigitte, on a des retraités qui sont très très actifs et actives. Peut-être même plus que quand ils travaillaient. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans les associations, beaucoup d'investissements familiales et mais certaines fois, effectivement, c'est peut-être un peu trop. C'est ça. Parce que chacun a son équilibre, chacun a sa zone limite. Hein. C'est tellement vrai ce que vous dites. Je vois que maintenant que ma mère elle est à la retraite, eh bien c'est maintenant qu'elle a encore plus de choses à faire. Parce qu'elle doit s'occuper pas seulement de ses enfants, mais de ses petits-enfants, d'autres choses aussi. Mais en fait, elle est occupée toute la journée. Donc c'est maintenant qu'elle devrait se poser et on a l'impression que c'est maintenant qu'elle n'a plus de temps pour elle. Je comprends mieux ce que Hortensia voulait nous demander, ou enfin voulait nous dire, nous faire partager. On a Clarisse qui nous demande comment faire pour entrer en contact avec vous, où est-ce que vous êtes, où sont ces dames, comment les trouver, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous directement, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier? Alors, moi, je suis joignable et accessible sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai le site internet RM Coaching Consulting et mon cabinet se situe sur Le Moule. Le Moule. Et mon téléphone 06 90 52 66 57. C'est important, on répond, on a dit qu'on allait répondre à pratiquement toutes les interrogations de nos téléspectateurs, donc c'est important. Angela, moi je sais que c'est sur Bemao. Voilà, exactement. Moi, je suis un peu plus vieux jeu. Oui. Donc, j'ai un numéro de téléphone, 06 90 54 49 43. Voilà, on n'hésite pas, on me laisse un message et je rappelle derrière. Eh bien, mesdames, vous savez que nous sommes déjà à la fin de notre émission. On a encore le temps de dire des petites choses que je n'ai peut-être pas soulignées, qui seraient important de dire. N'hésitez pas. Vous savez, moi, je me documente comme je peux, mais je ne suis pas une professionnelle de la situation ou de ces thématiques-là. Vous êtes des professionnels. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, j'ai manqué quelque chose. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit détail s'il le faut. Angela? Mais le burn-out, ça touche tout le monde, potentiellement. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment essentiel de prendre le temps pour soi et de s'apporter de l'amour. Parce que on peut partager beaucoup de choses avec les autres, mais il faut d'abord se nourrir soi-même. Ça, c'est vraiment très important. On ne se nourrit pas pour soi, mais on se nourrit soi, mais pour après partager aux autres. Et lorsqu'on donne plus aux autres,
forcément, à un moment donné, les réserves vont s'épuiser. Et le processus de renouvellement, il est un peu enrayé. Donc là, l'idée, c'est de régulièrement, il faut se ressourcer, se recentrer pour pouvoir à nouveau, après, pouvoir aller vers les autres. Distribuer. Et distribuer un maximum d'amour. Merci, Angela, d'être venue ce soir, échanger avec nous sur cette thématique, le burn-out. Et puis, on espère revoir Angela sur d'autres thématiques. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Eliane Ranguet-Molza, qu'est-ce qu'on a oublié de souligner pour cette thématique? Alors, comme Angela l'a dit, en fait, je suis au cœur de ma vie. Donc, je fais de moi ma priorité. Et je ne peux donner aux autres ce que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas donner aux autres. Donc, je vais commencer par mettre en place un fonctionnement qu'on peut appeler l'égoïsme salutaire. C'est-à-dire que je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Voilà. Et ensuite, je distribue aux autres. Et à ce moment-là, on est aussi dans l'équilibre puisqu'on aura l'interaction. On peut développer en fait toute cette partie aussi sociabilité. Mais j'ai besoin d'abord de travailler sur moi. Je dois m'aimer d'abord. Et je dois faire de moi ma priorité. Puisque ma vie, je n'ai qu'une vie. Et plutôt que de vivre dans la peur et dans l'ego, choisissons de vivre dans l'amour. Merci beaucoup, Eliane Ranguet-Molza. Toute l'équipe de Canal 10 se joint à moi pour vous souhaiter encore un joyeux anniversaire. Merci et vous beaucoup. remercier d'avoir choisi d'être avec nous ce soir parce que vous auriez pu ne pas être en train de partager avec nous sur le plateau parce que c'est un jour spécial et qu'il fallait partager en famille, mais vous avez opté pour venir avec nous et puis surtout pour transmettre au plus grand nombre. On vous dit merci pour ça. Et puis, je vais profiter pour faire un petit coucou à Séverine qui nous a permis de nous rencontrer. Et donc, je suis très heureuse de cette rencontre. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Hein. On partage au plus grand nombre. Et remercier Daniel ce soir pour la réalisation de cette émission. Mesdames, merci à vous. Nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Jacques Honnête, même télé. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.